Voilà, bonjour à tout le monde. Nous allons poursuivre notre matinée de conférence, maintenant avec une présentation par Gruyère Énergie. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Marc Horner, qui est directeur énergie pour Gruyère Énergie, qui va parler un peu des relations avec les PME, les problèmes liés aux factures, parce que nous avons vécu comme consommateurs des hausses d'énergie, du prix de l'énergie de manière spectaculaire. On a été très inquiets. Ça se calme un petit peu. Il va nous dire un peu quelles sont les visions et les perspectives de Gruyère Énergie, qui est un distributeur très important ici à Bulle. Monsieur Horner, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. En effet, je m'appelle Jean-Marc Horner, j'ai 55 ans, 30 ans d'activité dans le domaine des énergies, dont 10 chez Gruyère Énergie. On vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. J'ai préparé un petit menu sommaire, le groupe Gruyère Énergie en bref, l'approvisionnement en énergie, quand même un bref retour au niveau de l'année 2022, l'impact sur les clients et sur les prix 2023, que peuvent faire les acteurs, perspective 2024, parce qu'il faut aussi se projeter, et une partie questions-réponses. Alors, en bref, nous sommes présents dans le canton de Fribourg et dans le pays d'en haut. Nous avons plus de 450 collaboratrices, collaborateurs en activité chez nous, dans le groupe, dont, et ça c'est une grande fierté, 55 apprentis. C'est notre mission, c'est notre volonté, disons, de préparer les jeunes à affronter, entre guillemets affronter, la vie qui n'est pas tous les jours facile. Un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions. Nous sommes 100% en main des collectivités publiques et nous avons un fort engagement dans le développement durable, l'orientation client et la formation. Nos différentes sociétés, peut-être juste un petit focus sur GHP, c'est Gruyère Hydrogen Power, qui est en phase, disons, avec toute la problématique énergétique actuelle, et puis aussi, et ils en ont parlé dans l'autre présentation juste avant, la géothermie Préalpessa. Nous sommes 100% actionnaires de cette société. Deux sociétés qui ont été créées dernièrement. Voilà, nous sommes aussi actifs dans les télécommunications, les installations intérieures, dans le smart data, dans la gestion au niveau de l'eau, et puis aussi au niveau du chauffage à distance, la mobilité électrique. Nous avons un savoir-faire multiple. Nous sommes parés, je dirais, pour répondre à cette transition énergétique qui est très importante actuellement. Assez parlé de nous. On va venir sur l'approvisionnement énergétique. Retour sur l'année 2022. Une année 2022, quand même, je dirais, où on a vécu un marché de l'électricité en pleine tempête. On avait bel et bien beaucoup de difficultés à voir, comme on voit le phare ici, le but, les implications, disons, par rapport à ce marché de l'électricité. Petite question. On a un symbole national, le Cervin. Vous pourriez me dire quel est le point commun entre le Cervin et le marché de l'électricité en 2022? Le pic, d'accord. Vous avez raison, c'est la déclivité. Là, vous avez l'évolution du prix de l'énergie sur un mois, du 20 juillet 2022 à la fin août. Pourquoi j'ai pris ce laps de temps? Parce que c'était aussi le laps de temps à la fin août où l'on doit annoncer les prix pour l'année 2023. 26 août, 29 août. Marché journalier extrêmement nerveux. Plus 30 le 26, donc une ouverture au niveau de l'EX à 750, donc 75 centimes le kilowattheure. La clôture à 95 centimes.
l'ouverture lundi à 95 et la fermeture à 71,8. Juste à titre d'information, en 2022, le prix du kilowattheure avoisinait les 8 centimes qui étaient facturés. D'accord? Vraiment une situation du marché extrêmement tendue. Mais pourquoi cette volatilité au niveau du marché? Focus sur 4 causes. En 2020, le Covid. Le Covid qui a quand même perturbé l'approvisionnement a été des matières premières, a été, disons, qu'un élément qui a fait renchérir les prix. Le nucléaire français, 50% du parc nucléaire français était à l'arrêt. Et sur ces centrales nucléaires, on a remarqué des problèmes de corrosion sur le système de refroidissement du réacteur. Une hydraulicité très faible. L'hiver 2021-2022, très peu de chutes de neige. Et puis, durant l'année 2022, très peu de précipitations. Au niveau de Gruyère Énergie, nous avons une centrale à Charmey, au fil de l'eau. Eh bien, c'est la première fois que sur une période de 6 semaines, nous n'avons pas turbiné, nous n'avons pas produit de kilowattheures avec cette installation de production hydraulique. Et dernier point, géopolitique, Ukraine-Russie, la guerre qui a fait une grande tension sur les prix au niveau du gaz et des matières premières. On en a parlé aussi lors de la précédente conférence. Fin 2022, et notre cervin dans tout ça. Eh bien, là, vous avez la situation du marché, d'accord? Situation du marché sur les 4 prochaines années. En août 2021, 8 centimes. Janvier 2022, 15 centimes. Donc déjà presque x2. Août 2022, le pic. On était là en août. Là en haut. 96 centimes, proche du franc. D'accord? Et puis décembre 2022, 40 centimes. Si on regarde ces courbes ici, d'accord? Ça s'apparente quand même à notre symbole national. D'accord? Bien. Je pense que le bref retour sur l'année 2022, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais ça fait déjà un cadre par rapport à ceci. L'impact maintenant sur les clients et sur les prix. Juste peut-être une décomposition du prix de l'électricité. 3, je dirais, positions importantes. Les taxes. Là, vous avez un graphe à droite, grisé, avec l'évolution des taxes depuis 2009 à 2023. On a commencé à 0,45 centimes, on a fait un step à 0,60, 1,10, pour arriver en 2018 à 2,3 centimes. Le plafond légal qui a été octroyé par les chambres. Au niveau de l'acheminement, on a des coûts internes et des coûts externes. Les coûts internes, sur l'acheminement que l'on facture à nos clients, eh bien, ça correspond à 53% des coûts d'acheminement. Il y a quand même des coûts externes facturés par Swissgrid et par Groupe E à hauteur de 47%. Et au niveau de l'énergie, la part la plus conséquente, il y a 4 positions. Les coûts d'approvisionnement qui correspondent à 90% du coût de l'énergie. Ensuite, le jaune, le vert et le rouge. Le jaune, coût de structure, coût des garanties d'origine en vert, et puis la marge sur l'énergie et les garanties d'origine en rouge tout à droite, et cela correspond à 10%.
Voilà, ça c'est la structure. Maintenant, peut-être juste une petite évolution au niveau du prix, et principalement la variation entre 2022 et 2023. Si l'on regarde au niveau de 2022-2023, l'acheminement a augmenté, quand même de façon, je dirais, assez importante pour de l'acheminement. C'est l'augmentation du timbre-amont. Les taxes sont restées stables. Et puis la part d'augmentation la plus importante est liée à l'énergie. Voilà. L'impact. Alors, premièrement, une séparation entre le marché régulé et le marché libre. Marché régulé, un ménage standard, 4500 kWh par année. 2022, facture annuelle 929 francs. 2023, projection, consommation égale, 1300 francs. Une augmentation de 33 francs par mois. Pour une PME consommant 150 000 kWh par année, qui n'a pas opté pour le marché libéralisé, eh bien, on a une facture de 24 910 francs. Et elle passe à 36 555 francs, soit une augmentation d'à peu près 1000 francs par mois. Pour cette même PME qui a opté pour le marché libéralisé, d'accord, donc a des contrats sur plusieurs années, son contrat est arrivé à échéance à la fin 2022, elle a dû signer un contrat, eh bien, sa facture passe de 23 924 francs à environ 60 000 francs, ce qui correspond à une augmentation de 3 000 francs par mois. Voilà. Il y a quand même une chose, quelle que soit la segmentation, quel que soit le marché où on est, l'impact est vraiment très très important. Le passage 2022 à 2023, les coûts vraiment importants. Mais, et ça c'est la deuxième partie, les augmentations, ce n'est pas uniquement, je dirais, des augmentations liées à l'énergie, il y a aussi l'approvisionnement, les matières premières, les composantes sociales qui ont augmenté. D'accord ? Donc on a des augmentations généralisées. Et puis nous, au niveau de Gruyère Énergie, on s'engage quand même à mettre tout en œuvre pour que nos clients, qui, soit dit en passant, nous font vivre, hein, que ce soit bien clair, ça il faut être conscient de ceci, eh bien, retrouvent à terme des prix au niveau de l'énergie abordables. Les solutions que peuvent faire les acteurs, très important. On est plus fort ensemble. D'accord ? Énergéticiens, canton, commune, entreprise, confédération. Nous, au niveau de Gruyère Énergie, on encourage tous nos clients à prendre des mesures afin de réduire leur consommation d'énergie. À court terme, eh bien, pour minimiser l'impact des hausses des prix. Et puis à moyen et long terme, eh bien, pour un prix de l'énergie attractif, mais aussi une stabilité de ces prix d'énergie. Les entreprises, elles peuvent agir directement. On parlait d'efficience énergétique. Il faut rechercher cette efficience énergétique, tenter de réduire cette consommation. On peut repenser les processus, la planification, par ses propres ressources, parce que c'est quand même les ressources qui sont à l'intérieur de votre entreprise qui connaissent le mieux comment elles fonctionnent. D'accord ? Mais aussi avec un appui de spécialistes externes. Et puis, point très important, eh bien, investir pour la stabilité. Investir dans la production d'énergie, remplacer les installations énergivores
et puis mettre en œuvre une stratégie et des mesures d'efficience énergétique. Au niveau de notre société, une augmentation des tarifs de reprise photovoltaïque, on a mis ça directement dans le programme, et puis on a lancé un programme ECO23. C'est un accompagnement des clients pour réduire leur consommation, mais aussi une rémunération des clients qui réduisent leur consommation. Premier point, l'augmentation du tarif de reprise. Tarif 2022, 8,54 centimes par kilowattheure. Tarif 2023, 13,8 centimes par kilowattheure. Garantie d'origine comprise, soit une augmentation d'un peu plus de 60%. Deux exemples chiffrés. Maison individuelle, installation solaire 40 mètres carrés. Le revenu de la reprise, avec une autoconsommation à 25%, elle est de 952 francs en 2023, soit 363 francs de plus, ce qui n'est pas négligeable. Et puis pour une PME, 150 mètres carrés, le revenu de la reprise, 1380 francs, une augmentation de 526 francs. ECO23. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un programme innovant qui a été lancé en automne 2022 par notre société et qui donne l'opportunité à nos grands clients de se voir récompensés en baissant leur consommation d'électricité. ECO23 a débuté le 1er janvier 2023 et s'est terminé au mois de mars. La rémunération est basée sur 3 paliers. Une économie réalisée sur le mois inférieure à 10%, il n'y a pas de rémunération. L'économie se situe entre 10 et 50%, 30% du prix moyen spot. Économie supérieure à 50%, 50% du prix moyen spot. Pourquoi? Parce qu'on était, et on est toujours, dans un contexte énergétique incertain. On a des achats spot à des prix extrêmement hauts. Les objectifs du programme se déclinent par une baisse de la consommation électrique de nos grands clients, baisser par effet de cascade aussi les coûts énergétiques, d'une part par une consommation, je dirais, inférieure, mais aussi peut-être par une répartition des pics de puissance. Une baisse directe au niveau des coûts, et puis renforcer la relation commerciale avec nos clients. Ce qui est vraiment très très important, c'est de ne pas rester inactif et de subir les événements. Et là, la vérité de la balise, le kilowattheure, le meilleur marché, est celui que l'on ne consomme pas. Bien. Modus vivendi d'ECO23. Premier stade. Intérêt de la société. Nous avons envoyé un courrier à nos sociétés et les sociétés intéressées nous ont répondu, nous ont contactés pour entrer dans le programme ECO23. Suite à ceci, visite client de 2 heures, discussion avec les personnes de la société, ensuite analyse, objectif mensuel. De la visite du client et l'analyse et objectif mensuel, ça, c'est les deux, je dirais, documents pour la préparation à la visite. D'accord? Ici, vous avez la partie données, informations au niveau du site, la partie consommation 2019 à 2022,
et puis ici, les consommations mensuelles de la société. Les courbes de charge, par rapport à une semaine par mois, la semaine type par mois sur janvier, février, mars, et puis un jour, je dirais type le lundi, dans ce cas-là, pour être un support au niveau de l'analyse et de la discussion. Ensuite, on rédige une fiche récapitulative avec des données de base par rapport au contact, par rapport à la société. La référence énergétique, donc, c'est basé sur les 5 dernières années. On prend l'année médiane pour ne pas pénaliser, disons, la société sur peut-être une année un peu plus forte ou un peu moins forte l'année précédente au niveau de la consommation. Ensuite, on a la sélection, je dirais, envers de l'année référence, les kilowattheures de l'année référence et l'objectif que l'on se fixe en termes d'économie. Pour janvier, cette société, mon exemple, pense économiser 10% en janvier, février et mars. La synthèse des discussions, juste en dessous, et puis après l'énoncé des différentes mesures au niveau de l'économie d'électricité. Voilà. Ces 2 heures de visite, c'est quelque chose de très très simple. D'accord? Mais c'est un échange entre notre société et le client pour économiser de façon rapide de l'énergie. Alors, on a fixé, maintenant il faut suivre. On a développé une application sur le portail client, d'accord, en parallèle aussi du développement au niveau d'Austral, une application pour le suivi des mesures. Vous avez ici la courbe qui représente l'objectif de consommation mensuel fixé avec les 10% d'économie. Et puis en vert dessous, vous avez la consommation réelle de la société sur le mois. Dans ce cas-là, on remarque que le client a réussi cet objectif de 10%. Autre cas, on ne peut pas toujours gagner. Et aussi l'objectif, la courbe, et puis la consommation au niveau du client. Et là, on remarque que la consommation a dépassé, je dirais, les 90%, les 10%, disons, d'économie, et l'objectif n'est pas atteint. Néanmoins, ce client, ensemble, on a essayé de faire des économies. Et peut-être que là, vous avez 7% d'économie. Mais 7% d'économie, ça représente un certain nombre de kilowattheures qui n'ont pas été consommés, à une tarification supérieure, voire nettement supérieure, à l'année précédente. Donc, ce n'est pas perdu. Voilà. Dernier point, rémunération sur la facture mensuelle. En jaune, vous voyez ici, on a développé dans nos factures, je dirais, un petit pavé sur le programme ECO 23. Voilà. ECO 23, premier bilan, il s'est terminé vendredi passé. D'accord? On n'a pas tous les chiffres pour le mois de mars. Néanmoins, une vingtaine de sociétés ont démontré leur intérêt. La perception du programme au sein de ces sociétés, ça a été extrêmement bien perçu, bien accueilli. Un partage, disons, vraiment constructif au niveau de ces sociétés. On est vraiment satisfait par rapport à ça. Les objectifs, pour rappel, baisser la consommation électrique de nos grands clients. L'économie supérieure à 10%, il y a 9 sociétés qui ont atteint l'objectif, 9 sur 20, qui ont atteint l'objectif des 10%. 8 en février. Économiser
300 MWh en janvier, 100 MWh en février. Si on prend la moyenne, 200 MWh, et puis on dit que ces mesures, ils vont les tenir jusqu'à la fin de l'année, d'accord? On arrive à 2,4 millions de kilowattheures, ce qui correspond à peu près à 500, la consommation de 500 ménages de 4500 kWh par année, ce qui est quand même une économie conséquente. Renforcer la relation commerciale avec nos clients. Les sociétés qui ont participé à ce programme, eh bien, je vous confirme et j'affirme que la relation avec le client a été renforcée. C'est quand même assez déstabilisant si vous avez une société qui produit et qui fournit de l'énergie, qui dit « on va vous rémunérer pour économiser les kilowattheures ». D'accord? C'est pas mal. On considère ceci comme une réussite. Les tendances 2024. Alors, au niveau du transport et des taxes, la société Swissgrid a dernièrement annoncé des modifications pour 2024. Je vous ai annoncé les principales augmentations qu'il va y avoir, variations de prix qu'il va y avoir en 2024. Au niveau de l'utilisation du réseau, 2022, 0,23, toujours des centimes par kilowattheure, 0,27 en 2023, 0,27 en 2024. Stabilité. Tarif individuel pour les pertes de transport, d'accord, 0,14 en 2022, 0,3 2023. Ça passe à 0,64 en 2024. Tarif général des prestations de services systèmes généraux, 0,16, 0,46 et 0,75 pour 2024. La réserve d'électricité, ça c'est nouveau. C'est les réserves contre la pénurie d'électricité, des réserves hydrauliques et des réserves au niveau d'outils de production. Elle aura un impact quand même très important de 1,2 centimes en 2024. Ces 1,2 centimes sont splittés à 0,62 pour l'hydraulique et 0,58 pour les réserves supplémentaires. Réserves comme la centrale de Beer, par exemple. Voilà. Un impact quand même assez fort. Je vous ai mis aussi, à titre d'information, les charges financières. L'évolution des charges financières pour un ménage de 4500 kWh. En 2022, le coût à 50 francs par année. 2023, 70. 2024, 92 francs. En 2024, on va rajouter 54 francs pour la réserve d'énergie hydraulique, ce qui fait passer le montant 2023 passe de 70 francs, soit 1,56 centimes par kilowattheure, à 146 francs, 3,24 centimes par kilowattheure en 2024. Je ne fais pas de politique, je ne fais pas de jugement par rapport à cette réserve hydraulique ou réserve supplémentaire. C'est juste une information. S'il y a une pénurie, je peux vous dire qu'on sera extrêmement content d'avoir cette réserve. D'accord? Donc je ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Au niveau du marché de l'électricité, basé sur les prix EEX, après une année 2022 franchement extrêmement agitée, les marchés de l'électricité eh bien, sont revenus à des prix un peu plus abordables. Mais quand même, si l'on regarde à des prix d'il y a 2-3 ans auparavant, eh bien, on est quand même bien loin de ces prix-là. Et par rapport à toutes les inconnues qu'il y a au niveau des précipitations, au niveau, je
je dirais, des relations géopolitiques, tout ça, il est très très difficile de faire des projections sur ce marché de l'électricité. En conclusion, j'arrive au terme, disons, de la présentation. Tout indique que les prix de l'énergie resteront plus hauts que par le passé. Poursuivons nos efforts afin d'économiser de l'énergie. L'énergie est limitée, nous sommes plus forts ensemble, et surtout, ne la gaspillons pas. Voilà. Si on regarde un petit peu ce schéma, ça ressemble quand même à une clé. Et ça, c'est la clé du succès. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Monsieur Horner, pour cette présentation extrêmement claire et accessible pour les petits consommateurs. Parce que vous avez très très bien vulgarisé la chose, c'est assez brillant, avec une stratégie claire de votre société. Maintenant, je pense qu'il y a des questions dans la salle pour des consommateurs ou des industriels sur votre stratégie. Et il y a aussi Monsieur Turler qui est là, qui pourra répondre si jamais il y a aussi des questions qui pourraient être adressées. Voilà, j'ouvre le... Il y a des micros, n'hésitez pas. Oui, je vois derrière, là-bas. Allô? Oui. Bonjour, Leonardo Gomez. Je n'ai pas d'intérêt particulier. C'est vraiment une simple question. C'est concernant le programme que je trouve super, le programme, je ne sais plus comment il s'appelle, 2023. Eco 23. Merci, monsieur. C'est simplement pour la période d'essai que vous avez fait, janvier, février, mars. Est-ce qu'il est envisageable de poursuivre ou comment est-ce que vous voyez la suite de ce programme ou quelles leçons vous en tirez? Et bonjour, merci pour la question. C'est un programme qu'on a mis en place surtout pour contrer la pénurie d'énergie pendant la période hivernale. Au vu de son succès, puisqu'à peu près quand même 10% de nos grands clients ont participé à ce programme, et d'autres vont certainement être intéressés à futur, c'est un programme qu'on va maintenir, qu'on va certainement le renouveler à futur. Est-ce qu'on le renouvellera mois par mois, sur des périodes plus longues, sur des périodes différentes, pas uniquement de janvier à mars, mais peut-être de novembre à décembre, voire jusqu'à mars. Tout ça, c'est ouvert, mais c'est clair qu'on était confronté lors de la pénurie d'énergie à des choix, et on a fait le choix de faire ce programme. Et par rapport à ça, il y a toujours une première, et il a fallu expérimenter, mettre en place des contrats, mettre en place des outils de monitoring. Et c'est clair que la première année, on l'avait limité à 3 mois pour aussi limiter clairement aussi les risques et aussi voir si le marché répondait à ce genre de demande. Mais il n'est pas du tout limité. Oui, j'ai une question concernant le modèle économique. Parce que naturellement, comme consommateur, comme client, on est évidemment surpris par le fait que vous rémunérez les 10 clients pour qu'ils achètent moins de vos produits. Alors j'aimerais juste avoir une information, une idée sur le modèle économique. Comment vous financez cette politique? C'est une très bonne question. D'ailleurs, c'est la question essentielle. On avait présenté ce modèle économique lors d'un petit déjeuner de la Fédération patronale et économique ici à Bulle, dans cette même salle où la plupart des convives étaient bien sûr des entreprises concernées et concernées aussi par la problématique de pénurie. La rémunération est basée sur finalement une opération que je qualifierais de win-win entre d'un côté un client qui veut payer moins et un client et un distributeur qui veut ne pas avoir des charges d'un côté. C'est le cas, hein, c'est effectivement ce qu'on a vécu. La rémunération de l'économie d'énergie n'est pas prise sur les autres clients. En gros, c'est pas une rémunération qui est entre guillemets ponctionnée, si c'était l'essence de votre question,
sur le paiement des autres clients. C'est bien vis-à-vis de l'économie que fait ce client, vis-à-vis de son contrat, de l'énergie qu'on n'achètera pas. Et quelque part, c'est basé sur le partage finalement du non-achat ou de la non-affectation de cette ressource à ce client-là de manière équitable. Alors, vous avez vu en fonction du taux d'économie, soit 10%, soit 30%, soit 50%. Et il fallait bien avoir une référence et on a pris la référence du prix du spot. Et par rapport à ça, cette économie, ce modèle économique basé sur une vision win-win entre le client à qui on demande d'économiser, s'il économise des kilowattheures, il aura effectivement dans tous les cas un gain économique parce qu'il ne payera pas ces kilowattheures, et puis le distributeur et finalement qui n'aura pas à l'acheter, ou s'il l'a déjà acheté, il pourra éventuellement le revendre. Donc nous avons fait au niveau Gruyère Énergie, on a fait en fait un exercice on peut qualifier à zéro ou à zéro positif, mais nos clients ont fait des gains significatifs. On a par exemple un de nos clients qui, je pense, durant le mois de janvier, a économisé plusieurs dizaines de milliers de francs. Et pour lui, c'est clair que c'est important. Il sort d'années compliquées, il a des perspectives incertaines devant lui en fonction des différentes crises économiques. Cet argent-là, il a pu le mettre sur autre chose et il a un vrai gain net. C'est pas quelque chose de virtuel, c'est de l'argent qu'il n'a pas sorti, qu'il a gardé dans sa caisse. Et ça, chaque entreprise, nous aussi, chaque entreprise comprend facilement ce modèle-là. J'en étais parti du constat pour mettre en place ce programme Eco23. Moi qui côtoie quand même beaucoup les clients aussi industriels, dans le développement des activités qu'on a, dans le développement aussi des autres activités qu'on a dans l'installation électrique, dans la construction des bâtiments, qu'un client, si vous lui dites d'économiser mais vous ne donnez rien du tout, à la base, il va le faire un petit moment. C'est un peu ce qui était dit tout à l'heure. On fait quelques économies, puis à la fin, on oublie, puis on revient à la normale. Tandis que si vous avez un vrai modèle économique et que vous avez un gain, vous êtes encouragé à le faire. Et c'était l'idée générale du programme, c'est finalement, partageons les bénéfices entre finalement le coût de la sécurité d'approvisionnement. Vous avez vu, SwissGrid, la réserve hydraulique décidée à Berne, ça a un coût. Ça aura un coût pour tous les consommateurs, vous et moi, à la maison, sur chaque kilowattheure, 1,2 centime, chacun va le payer, pour la centrale à gaz de Bire, respectivement pour la réserve hydraulique. Et comme mon collègue l'a dit, on sera bien content de l'avoir si on a une pénurie. Et ça, c'est quand même un objet qu'on oublie un petit peu de dire. On a tous besoin d'avoir une bonne référence modèle économique, et puis on ne peut pas avoir un modèle où seulement une personne gagne et l'autre paye. Et aujourd'hui, on a fait ce pari qui finalement peut qualifier aujourd'hui de pari gagnant. Alors vous me direz, heureusement que tous vos clients n'ont pas fait ça. Peut-être, je suis peut-être d'accord avec cette partie-là. Mais je veux dire que ceux qui l'ont fait, je pense qu'ils le referont. Ceux qui l'ont fait encourageront d'autres à le faire. Pourquoi ? Parce que on est vraiment une situation qui a permis, 1, d'économiser de l'énergie, 2, d'être proactif, et 3, finalement, que chaque entreprise a eu sa part du revenu. Nous, sur peut-être des coûts de l'exposition aux coûts de spot qu'on aurait eu, et puis 2, les entreprises sur de l'argent qu'ils n'ont pas décaissé et qu'ils ont pu garder pour leurs propres investissements. Par exemple, pour remplacer un vieux moteur par un nouveau moteur et encore économiser plus d'énergie. Ce qui a été aussi bien apprécié par nos clients, c'est la simplicité du programme. C'est très simple, disons, que comment monter, la discussion. Ce n'était pas trop intrusif non plus. Séance de 2 heures, bien sûr, il y avait de la préparation chez nous, demi-jour. Et puis après, le suivi, ça nous a demandé aussi de développer 2-3 fonctionnalités au niveau de l'espace client. Mais c'est des fonctionnalités, disons, que l'on peut toujours utiliser, même que ce programme, disons, qui a été stoppé pour l'instant par rapport au mois de fin mars, quoi. Voilà. Oui, il y a une question, monsieur. Sur les 200 clients que vous avez, qui étaient éligibles à ce programme, est-ce qu'il y a des branches d'activité qui étaient particulièrement représentées ? On peut s'imaginer par exemple un boulanger qui consomme passablement ou d'autres secteurs. Alors, au niveau des activités, c'était quand même assez, je dirais, ça touchait plus ou moins toutes les activités. Il est clair que, par exemple, vous parlez des boulangers, c'est
c'est une branche, disons, qui est extrêmement impactée par cette augmentation au niveau de l'électricité. Ce n'est pas facile de trouver des pistes d'économie. Et puis, un boulanger a ceci de particulier, c'est qu'il ne peut pas, par exemple, concentrer sa production sur un jour, le lundi, et puis vendre son pain frais mardi, oui, mercredi, un peu plus difficile, jeudi, vendredi, samedi, et dimanche, il n'aura plus cette teneur, disons, de frais. Donc, chaque jour, il doit, je dirais, faire ses productions. Ce qu'on a remarqué aussi, par exemple, sur cette branche qui est spécifique, les boulangers et puis les restaurateurs, c'est qu'ils ont quand même déjà apporté pas mal de mesures d'économie. Les LED, des fours quand même assez conséquents, mais avec un regard extérieur, on a quand même trouvé quelques pistes. Mais je vous le concède, je dirais que ce n'est pas facile sur certains secteurs d'activité d'atteindre ces 10%. Mais on a atteint quand même quelques pourcentages. Et puis, c'était vraiment bénéfique. Et pour répondre à votre question par rapport au panel, on avait, je dirais quand même, plus ou moins toutes les branches économiques étaient représentées par une personne ou bien une société, excusez-moi, ou bien deux sociétés. Le panel était intéressant. Bonjour, merci beaucoup. Une petite question, est-ce que vous avez des réflexions aussi pour étendre ce type de programme à la chaleur, par exemple ? Alors aujourd'hui, par rapport à la chaleur, c'est clair que nous, on a une relation très particulière avec la thermique, on a la chance à Bulle d'avoir un des plus grands chauffages à distance de Suisse à bois, si ce n'est le plus grand, 95% de biomasse, 1000 bâtiments accordés. C'est sûr que par rapport à ceci, on a la vision identique dans la thermique, qui est le kilowattheure le moins cher, c'est celui qui n'est pas consommé. Et c'est pour ça qu'on a interconnecté nos sous-stations vers nos centrales de production pour profiter en fait d'une partie physique, c'est-à-dire la différence entre l'énergie électrique et l'énergie thermique, c'est que l'énergie électrique, elle est, je dirais, à la microseconde. Il y a toujours l'équilibre permanent, tandis que dans la thermique, on a une partie d'inertie. Et c'est clair que si vous dites à votre centrale de couper la production quand il fait relativement chaud dans l'immeuble, ce sera trop tard, vous aurez une partie quelque part de perte, et puis vous aurez cette inertie de survaleur et de sous-valeur qui peut arriver. Donc l'idée, c'est d'interagir en temps réel sur la partie thermique et d'apporter aussi une réponse différente qu'on a apportée par rapport à ECO23 pour la partie chauffage à distance, de par la mise en place d'un système qui permet au client de voir sa consommation, de régler ou de nous faire régler plus bas les températures et donc d'économiser l'énergie. Pas tout à fait le même programme, pas tout à fait le même but, parce qu'on n'a pas la même problématique d'approvisionnement énergétique sur la thermique que sur l'électrique, mais le principe même est toujours le même, notamment avec les industries où là, on travaille beaucoup sur la récupération de chaleur. Donc aujourd'hui, on fournit de la chaleur, mais sur certaines industries, en été, on récupère la chaleur, on la réinjecte dans notre réseau. Et c'est clair que ça, c'est de la chaleur qui, par défaut, aurait été évacuée dans l'atmosphère et donc perdue, en particulier en été, parce qu'en hiver, les sociétés souvent l'utilisent dans leur propre bâtiment pour leur propre efficience énergétique. Mais nous, on a la chance de devoir aussi chauffer en été. Pourquoi ? Pour l'eau chaude sanitaire, et à partir de là, on a un besoin de production thermique qui peut être valorisé de manière adéquate dans une période où, en théorie, on n'a pas besoin de chauffage. Et en théorie, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de saison. Bonjour. J'avais une question sur la différence entre janvier et février. On voit une bonne différence. Oui. Est-ce que les mesures prises sont des mesures juste temporaires, comme l'arrêt de certaines machines, ou c'est des mesures durables qui vont rester d'année en année ? Il y a deux choses. Disons qu'au niveau de janvier, on a les 300 000 kWh qui ont été économisés. Il faut quand même bien admettre que certaines sociétés ont prolongé d'une semaine leurs vacances. D'accord ? Donc, on repris une semaine après. On préparait, je dirais, la production, un stock pour, pendant le mois de décembre où l'énergie était quand même, je dirais, plus abordable que début 2023. Donc, ça explique en partie cette différence que l'on a au niveau de janvier et puis de février. La deuxième chose, c'est que le mois de janvier, quand même,
a été plus chaud, a été spécialement, je dirais, assez chaud, qui a une incidence sur aussi la consommation au niveau de l'électricité. Donc, il y a deux phénomènes, disons, par rapport à ceci. Vous avez un troisième phénomène, il ne faut pas oublier, c'est qu'au mois de janvier, les gens ont eu peur de la pénurie, et puis ensuite, vous voyez que la température, les réserves hydrauliques, les mesures prises, le consommateur, il va se dire, finalement, je veux dire, je peux peut-être moins économiser, et puis retravailler comme normal. Si on avait une situation extrêmement froide, extrêmement tendue, fort probablement qu'on aurait eu un accroissement de la baisse de consommation, on va dire, ou de notre programme au mois de février si la situation énergétique avait été plus tendue. Et il faut reconnaître que ça s'est un peu détendu, puis tout le monde s'est un peu, on va dire, relâché. Ouais. Bonjour. Juste une question. Est-ce que grâce à ce programme, vous avez aussi eu une prise de conscience des entreprises par rapport à se préparer à gérer une pénurie pendant quelques années? Parce que comme vous l'avez dit, au mois de janvier-février, tout le monde s'est dit c'est bon, c'est passé. Et puis l'hiver prochain, à date, j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui s'en soucient. Je pense un des principaux acquis de cette situation un peu malheureuse, notamment dans le cadre de la mise en place aussi des mesures australes, qui étaient des mesures non pas volontaires, mais qui étaient des mesures obligataires et assez drastiques. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, de commerces et d'autres activités qui ont pris conscience de l'importance de l'énergie, de sa disponibilité, aussi de la rationalisation de son utilisation. Et donc, même si toutes les entreprises n'ont pas activé le programme ECO23, l'ensemble des entreprises ont activé le portail d'information qui leur permet de suivre leur consommation jour par jour, tous les quarts d'heure, finalement. Et je pense que la prise de conscience est quand même là. Maintenant, c'est pas parce qu'on a une prise de conscience qu'on prend des mesures immédiates. Il faut aussi laisser le temps à l'industrie d'absorber les investissements, de changer des machines, de changer l'enveloppe de son bâtiment, de réorganiser ses flux de production. Dans certains cas, ça peut se faire rapidement. Dans d'autres, ça prend un tout petit peu de temps. Et c'est clair que je suis intimement convaincu qu'une grande majorité de nos clients et des clients industriels prendront des mesures sur les années à venir pour pouvoir finalement rationaliser et économiser l'énergie. Et donc, utiliseront aussi l'information mise à disposition, pas uniquement par le programme d'économie, mais aussi par les outils mis à disposition pour pas s'auto-censurer, mais en fait baisser leur consommation et donc aussi rationaliser leurs coûts. Parce que le coût de l'énergie, il était auparavant beaucoup trop bas, il ne reflétait pas du tout les coûts de production, même dans les barrages. Aujourd'hui, il est malheureusement beaucoup trop haut. Et puis la correction ne va pas se faire au prix inférieur qu'on a connu dans les années précédentes, mais va rester à un prix qui est suffisamment élevé pour inciter l'ensemble des consommatrices et consommateurs, que ce soit au niveau privé ou au niveau industriel, à l'économiser et donc à consommer mieux ou consommer moins. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour ces réponses, très précises également. Nous allons mettre fin à cette table ronde parce que je dois économiser le temps, me dit-on. Merci. Merci beaucoup.